Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du pôle éco-conception. Ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre encore 2 ou 3 minutes pour commencer parce qu'on avait un certain nombre d'inscrits et on est loin d'avoir tout le monde autour de la table. Mais néanmoins, on commencera à 13h33 au plus tard, hein, afin de bien garder les timings prévu pour ce webinaire et que vous puissiez après vaquer par vos activités de fin de semaine qui sont nombreuses. On a tous beaucoup de choses à finir en fin de semaine. Donc je vous propose de commencer d'ici une minute. Dans une minute, voilà, on commencera ce nouveau webinaire. Bien. Je vous propose de commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour ce nouveau webinaire du pôle éco-conception. On est très très heureux parce que pour le coup, on présente une nouveauté. On n'est pas dans la méthode. Souvent dans les webinaires du pôle éco-conception, on présente des choses un peu techniques sur comment faire d'éco-conception. Et là, en fait, on a la chance de vous présenter, et on verra ça dans le détail après, des ressources qui sont disponibles pour toutes et tous et pour répondre à des choses, on va dire, d'actualité, donc sur la pollution plastique, la gestion des plastiques. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir la présentation de la nouvelle, elle vient de sortir, la plateforme Plastix. Donc Plastix, c'est la première plateforme mondiale qui offre des données sur la fin de vie des plastiques, à la fois par type de polymère et par type d'activité. Et j'ajouterai aussi, vous le verrez, c'est géolocalisé. Donc, ce webinaire va traiter de ces éléments-là. Donc, on va voir une petite présentation. Donc, je suis très heureux d'avoir aujourd'hui Sarah qui est avec nous. Sarah Perard, qui est cofondatrice, on peut dire, de Plastix, économiste au départ. Donc, bienvenue. Bonjour, Sarah. Bonjour, enchantée. Merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Voilà. Et puis une connaissance de longue date, Julien Boucher, donc lui-même cofondateur de Plastix, mais qui est surtout le CEO de EA Shipping. Et ils vous présenteront ça dans un instant. Alors, on va commencer directement. Alors, juste quelques règles. On a l'habitude maintenant dans les webinaires. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va dérouler le webinaire. Vous avez un chat et un endroit pour poser des questions. On essaiera de traiter les questions quand elles sont bien communes directement. Je ferai les relances au besoin. Et puis, on gardera un temps pour des questions spécifiques à la fin, si vous voulez plus d'informations sur des choses un peu particulières. Donc, n'hésitez pas à utiliser sur le GoToWebinar, l'endroit où c'est marqué questions. Et puis, éventuellement, si vous avez des choses que vous voulez partager entre vous, il y a un petit chat qui vous permet de discuter et d'échanger sur des idées et autres entre les différentes personnes qui sont présentes sur ce webinaire. Donc, j'ai commencé par Julien. Julien, bon, on va commencer par le commencement. e-shaping, c'est quoi, de quoi on parle? Moi, je te connais comme Eco-Design Centre. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Oui, alors bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Julien Boucher, donc directeur de EA, donc Environmental Action, une structure basée en Suisse. Et en fait, on est une structure vraiment analogue au pôle éco-conception en France. On fait partie de ce réseau européen des pôles éco-conception dont vous pouvez voir ici les différents membres. Et du coup, on est donc le membre et le représentant en Suisse, basé en Suisse romande à Lausanne. Et effectivement, on travaille de longue date et sur de nombreux projets en partenariat, évidemment, entre francophones avec l'équipe de Samuel.
Alors nous, c'est vrai que dans nos activités de développement méthodologique, hein, c'est une des vocations de nos centres, on a un focus en particulier sur la question de la pollution plastique, ce qu'en anglais on appelle le plastic leakage, donc la fuite de plastique. On entend aussi parfois parler d'empreinte plastique, de plastic footprint. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, je pense que cette photo, elle illustre bien la problématique. On a tous vu ça, on a tous vu des images de ça aux quatre coins du monde. Et pour l'anecdote, cette photo, elle n'a pas été prise sur une plage exotique dans une île reculée, elle a été prise sur le lac Léman en Suisse. Donc c'est pour montrer que c'est vraiment une problématique qu'on retrouve partout, même où on ne l'imagine pas forcément. C'est une problématique qui évidemment découle d'un management ou d'un mauvais management du plastique sur la chaîne de valeur du plastique à toutes les étapes, hein, depuis la manière dont les objets sont conçus jusqu'à effectivement et tout le long de la chaîne de collecte, de traitement, de recyclage. Donc ça, c'est des images qu'on a prises dans un projet qu'on a fait au Vietnam, où on voit un petit peu la réalité de la collecte, du tri, du recyclage et des fuites de plastique dans un pays comme ça. Et notre travail a constitué ces dernières années à trouver des méthodes pour quantifier ces flux et in fine aboutir à une quantification du niveau de management, on va dire, du plastique tout au long de cette chaîne, qui aboutit au final à une quantité de plastique qui finit dans l'environnement, donc ce plastique leakage ou ce plastique footprint. On a, on va dire, cristallisé ces travaux dans pas mal de recherches et de rapports. Donc ça, c'est tous les rapports et les guidelines que vous pouvez trouver sur notre site web, donc e-a.earth. Donc vous pouvez aller les voir, ils sont disponibles gratuitement. Et puis je voulais en citer 3 en particulier parce que je pense que c'est les plus opérationnels qui peuvent vous intéresser. Un, c'est la méthode du Plastic Leak Project, un travail qui a été fait en partenariat avec Quantis et qui offre la première méthode de calcul de l'empreinte plastique pour un produit ou pour une entreprise. Donc c'est vraiment une approche, on va dire, entreprise. On a une déclinaison de cette approche au niveau d'un pays ou d'un territoire, méthodologie qui a été donc publiée avec l'UNEP et l'IUCN dans ce rapport. Et puis, au final, on a tout récemment un dernier guideline qui est plus axé sur la mise en place de stratégies et de communication autour de sa circularité et son empreinte plastique. Donc, c'est vraiment les 3 niveaux, on va dire, d'action. Et ce dont on va parler aujourd'hui, Plastics, découle pour beaucoup de cette guidance, puisque cette guidance offre une méthode pour générer des sets de données fiables et consolidés au niveau d'un pays, au niveau des flux de plastique dans un pays. Et c'est sur ce travail qu'on a capitalisé pour créer Plastics et on va en parler maintenant. Oui, alors, merci pour ces premiers éléments, Julien, mais enfin, moi j'ai une question qui est plutôt pour Sarah. Nous, pour l'éco-conception, on accompagne les entreprises sur la performance globale des entreprises. Bon, ce qui fait peut-être peur un peu pour les entreprises, c'est bon, à quoi, c'est bien d'avoir des méthodes, c'est bien de mesurer, mais à quoi ça sert au bout du compte, enfin, d'un point de vue économique global. Sarah, est-ce que tu as des éléments, toi, là-dessus? Alors, les entreprises, en fait, qui sont justement dans une démarche d'éco-conception, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est le metrics qui a été utilisé en particulier, c'est les LCA, les ACV. Et du coup, c'est ce qui a amené en fait à ce que beaucoup d'emballages qui étaient en verre, en métal ou autres sont passés à du plastique parce que quand on fait une ACV, généralement, c'est justement le plastique qui gagne. Et on a bien vu ces dernières années qu'une des choses qui est ressortie autant de la société civile que des ONG, etc., c'est que c'est bien joli, mais il y a certaines externalités qui ne sont pas mesurées en fait dans une LCA. Et sur la slide d'après, en fait, on peut voir que typiquement la partie des fuites de plastique et de la pollution plastique, elle ne rentre pas en compte en fait dans ces ACV. Et donc, l'idée, c'est il faut pouvoir rajouter en fait cette métrique-là pour être dans une vraie démarche d'éco-conception qui prenne en cause cette nouvelle donne. Et donc, du coup, pour pouvoir mesurer en fait l'impact
sur toute la chaîne de valeur, ça manquait en fait de cette comptabilisation, comprendre en fait qu'est-ce qu'il advient en fait de cet emballage, surtout s'il est mal géré. Et en fait, ça c'est l'idée justement de comprendre pour une entreprise justement quel est le total en fait de plastique qui est utilisé, qu'est-ce qui se passe avec ce plastique sur tout l'ensemble en fait de la chaîne de valeur, où est-ce qu'il y a des pertes et de pouvoir les comptabiliser pour que les entreprises puissent du coup justement y remédier. Donc il y a plusieurs manières en fait de voir ces impacts, et sur la slide suivante, on peut voir en fait qu'au niveau des pays, selon les marchés que les entreprises servent, certains sont très bien organisés en termes de gestion des déchets, et donc du coup, utiliser un emballage en plastique en Allemagne n'a pas du tout le même impact que d'utiliser ce plastique. Ici, on voit Nigeria, la Chine, etc. Et en même temps, en fait, tous ces pays, ils ont des manières de traiter leurs déchets qui sont complètement différents. Certains vont les traiter plus localement, avec des infrastructures qui permettent ce recyclage ou au moins son traitement sans fuite de plastique. D'autres, typiquement, on peut penser au UK, ont peut-être les infrastructures pour le collecter, mais par contre, après, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie de ces emballages, ils sont envoyés à l'étranger pour être recyclés. Et là, en fait, ce qu'on a vu beaucoup, et c'est ce qui a un peu fait ressortir au niveau mainstream le problème de la pollution plastique, on perd un peu ce traçage en fait des données. Et donc, il y avait vraiment tout un travail qui devait être fait pour pouvoir suivre de sa production à sa fin de vie et à son traitement de fin de vie, justement, qu'est-ce qui se passe. Et au final, sur ce qui est mal géré, donc qui peut être soit pas collecté, ou alors c'est collecté, mais ça se termine dans des décharges sauvages, etc. Quelle est la proportion de ces emballages maltraités qui vont après finir comme fuite, en fait, qui vont terminer dans l'environnement. Donc voilà, ça c'est des choses pour lesquelles il y a besoin de données. Jusqu'à présent, il n'y avait pas ces données qui étaient disponibles, en tout cas pas à un niveau qui est assez granulaire. Et en fait, la façon dont les entreprises peuvent utiliser ce genre de données, c'est après de regarder sur leur chaîne de valeur quelles sont les interventions qu'elles doivent mettre en place pour réduire leur impact. Donc, ça va aider en fait quelque part dans la partie d'éco-design parce qu'on va pouvoir aussi se focaliser sur les marchés spécifiques pour comprendre à quels endroits certains emballages pourraient fonctionner, mais à quels endroits ce même emballage ne fonctionnerait pas, et pour pouvoir après aussi quantifier toutes ces stratégies de réduction et terminer en fait avec vraiment des chiffres qui puissent permettre aux entreprises aussi de rapporter ces progrès. Beaucoup d'entreprises font en partie d'initiatives comme les Global Commitment de Ellen MacArthur Foundation. Il y a pas mal d'initiatives dans lesquelles Julien et moi, on est aussi actifs sur la partie Plastic Disclosure. Donc la même manière, en fait, ce qui s'est passé pour les émissions de CO2, on voit que c'est quelque chose qui arrive en fait gentiment dans le paysage en fait du plastique, et donc c'est critique pour toutes ces entreprises qui ont quand même fait comment on dit, des pledges, voilà, des promesses en fait par rapport à leur stratégie corporate, de pouvoir comprendre comment ça avance et de pouvoir vraiment implémenter ça à l'interne en fait. D'accord. Ouais, on comprend un aspect un peu méthodologique, mais en fait, Plastix, pourquoi Plastix en fait? Pourquoi cette plateforme? Parce que finalement, vous auriez pu traiter directement avec les entreprises en tête à tête. Surtout, c'est plus rentable d'ailleurs. Hein. je regarde Julien, mais. Alors, bon, les entreprises, c'est des données dont elles ont besoin. En fait, les données qui sont sur Plastix, elles s'adressent à un très large choix d'organisations. En fait, toute organisation qui travaille
sur la résolution de la pollution plastique a, à un moment donné ou à un autre, besoin de données pour savoir quelles sont les législations qu'il faut qu'on mette en place, quels sont les emballages les plus problématiques, si on peut penser par exemple à des organisations EPR qui travaillent avec l'éco-modulation et qui veut justement pouvoir inciter certains emballages à être utilisés, d'autres à ne plus être mis sur le marché. Donc voilà, tout commence en fait par les données. Et en fait, sur la slide d'après, on peut voir justement la situation dans laquelle on est, où donc il y a un rapport qui est sorti l'année passée sur lequel Julien a travaillé et qui montre que si on continue en business as usual avec les planifications en termes d'augmentation de capacité ou d'augmentation de demande en fait pour le plastique qui est prévu de quadrupler d'ici à 2050, eh ben, on va se retrouver en 2040 avec une pollution plastique 3 fois plus importante qu'aujourd'hui, où elle est déjà pas négligeable du tout. Et en fait, on doit pouvoir infléchir cette courbe. Et justement, tous ces commitments qui ont été faits aujourd'hui, que ce soit de l'industrie avec les pledges du style tous nos packaging vont être recyclables, compostables, etc., ou avec aussi les législations qui ont été mises en place par le secteur public, ben ça va infléchir la courbe que de 7%. Donc, on est très, très loin de pouvoir parler d'une réduction de la pollution plastique. Et du coup, il y a vraiment besoin d'avoir un changement de paradigme. Et ça, en fait, quand on voit le nombre d'initiatives différentes qui ont commencé ces dernières années, depuis qu'en fait la pollution plastique est devenue visible, il y a une myriade d'initiatives, mais maintenant il faut pouvoir choisir, il faut pouvoir savoir ce qui va marcher où, et puis aussi traquer le progrès en fait. Et en fait, pour une grande partie, et ça c'est ce qu'on voit sur la slide suivante, les données qui sont utilisées aujourd'hui ne sont pas, sont entre guillemets très grossières. Déjà, les données, elles sont disponibles seulement au niveau du plastique, pas à des niveaux de quel polymère. Et on sait très bien que certains plastiques, de par le fait qu'ils sont difficiles à collecter, de par le fait qu'ils ont une valeur moindre une fois utilisés, on peut par exemple penser aux films qui mélangent beaucoup de polymères différents, qui du coup sont très difficiles à recycler en fin de vie. On sait qu'il y en a certains justement qui sont plus problématiques, qui se terminent plus dans la nature que d'autres qui ont une valeur, etc. Et sur le petit graphe que vous voyez à droite là, on peut voir en fait tout en haut la valeur moyenne, ça c'est pour un pays typiquement d'Asie du Sud-Est, c'est la Thaïlande. On peut voir en fait les données qui étaient jusqu'à présent déjà disponibles en termes de mismanagement, on est dans les 82 à 83%, un truc comme ça. Et en fait, en regardant plus en détail, en faisant un meilleur travail, Julien expliquera après plus la méthodologie, mais on arrive à voir que, par exemple, si on regarde le PET, on est à 33% de leakage. Si on regarde sur du polyester, on est à plus de 70%. Et donc, comment pouvoir mettre en place ce genre de projet qui cible spécifiquement certains polymères, ben, on ne peut pas le faire si on n'a pas ces données en fait, de manière plus granulaire en fait, qu'aujourd'hui. Alors, on a déjà des questions hein, qui arrivent pour savoir quels sont les pays couverts, pour faire des benchmarks pays à pays, mais je pense qu'on va le traiter juste après. Donc je ne sais pas, sur la partie méthodologique, Sarah, si tu avais des éléments à ajouter. Alors, Julien, il va couvrir en détail la partie méthodologie. Du coup, je vais laisser Julien, l'expert, vous montrer tout ça. Plutôt, avant ça, moi, si on pouvait regarder à quoi ça ressemble, Julien, hein, qu'on rentre dans le concret. Alors là, si je comprends bien, c'est la plateforme. Hein, donc on peut rappeler, hein, c'est plastics.org. Donc si vous voulez le tester en même temps à côté sur votre ordinateur, vous pouvez le faire. Et donc là, c'est la home page. Hein, c'est ça, Julien? Tout à fait. Donc, effectivement, après ces explications, on va dire théoriques, on va vous montrer concrètement ce à quoi vous pouvez avoir accès aujourd'hui, donc sur la plateforme Plastics, donc en ligne depuis 2 ou 3 semaines maintenant. Donc, effectivement, on parlait des pays couverts. Donc, ça, c'est sur la home page. On montre un petit peu le résumé de ce qui est disponible.
Donc, ce qui est disponible, effectivement, c'est des données, comme Sarah vient de le mentionner, qui donnent des informations, différentes informations, hein, donc les taux de collecte, les taux de recyclage, et ce qu'on appelle le taux de mismanagement, on va y revenir, par polymère et par application, de manière granulaire. Et comme on l'a dit, si on veut agir soit en amont sur l'éco-conception ou sur la stratégie de quel packaging sur quel marché, soit en aval pour, on va dire, prioriser les investissements dans le waste management, on a besoin d'avoir ces infos. On voit bien que le PET, il est bien mieux géré que d'autres polymères. Il y a des priorités qui sont différentes et des choix à faire qui sont différents. Donc ça, c'est les infos qu'on a dans la plateforme. On les a par pays. Donc chaque pays a Est-ce que ça t'embête de zoomer un tout petit peu parce que, enfin moi, on n'a peut-être pas tous des grands écrans et Je vais zoomer un petit peu. ouais, pour moi c'est un peu mieux. Enfin, voilà. Voilà. Ok, super, super. Ça va être compliqué pour toi à gérer. Merci beaucoup. Ouais, super. Du coup, on a ça par pays. Donc on a ça par pays, mais avec, on va dire, un niveau de qualité différent. On a les données génériques, hein, les données qui existaient déjà avant, mais qu'on a structurées, homogénéisées, disponibles pour tous les pays, et ça de manière gratuite sur le site. Et puis après, on a pour certains pays ce qu'on appelle les best-in-class datasets, donc les données qui sont vraiment granulaires et spécifiques par polymère et par application. Évidemment, on n'a pas une baguette magique pour générer les données pour tous les pays en même temps, donc on y va, on va dire, c'est un travail de fourmi, hein, de faire le travail pays après pays. On a la chance d'avoir déjà aujourd'hui une vingtaine de pays qui sont dans la base de données. Certains pays sont disponibles gratuitement, donc vous pouvez accéder au rapport avec tous les niveaux de détail, puisque ces pays ont été financés par des bailleurs de fonds publics, des organisations. Puis certains pays sont disponibles, mais avec un business model où il faut acheter les données parce que finalement, c'est notre manière de financer leur développement en vendant les données. À terme, notre objectif, c'est que on Voilà, c'est puisse… super important quand même, Julien. Donc les données génériques, tous les pays, enfin, vous avez screené l'ensemble du monde, donc ça c'est disponible. Oui. Et après, pour avoir des données plus spécifiques, soit elles sont gratuites parce qu'elles ont été payées, soit elles sont payantes parce que c'est vous qui les avez développées, et donc il faut bien les faire financer, hein, c'est ça? C'est exactement ça. Et on a vraiment l'idée, hein, l'objectif, c'est de rendre les données publiques et gratuites autant que faire se peut. Et on est en train de travailler avec des partenariats pour le faire, mais on va dire dans le court moyen terme, hein, dans la prochaine année, pour augmenter le nombre de pays dans la plateforme, on fonctionne avec ce business model et effectivement, ça nous permet d'avancer. Donc voilà un petit peu on va dire l'overview. Puis après, si on va dans la partie accès aux données, donc le deuxième onglet qui est le plus important de la plateforme, on peut accéder aux données. Et puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a un petit peu un guide sur savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, on peut choisir, on va dire déjà le type de données qu'on veut. Donc, est-ce qu'on veut les données qui sont accessible, donc le best in class, ou est-ce qu'on veut savoir ce qu'on a qui est accessible, mais il faut payer pour, ou bien toutes les données génériques qui sont disponibles pour tout le monde. Donc là, j'ai pris l'exemple de best in class gratuite. On voit les pays qui sont disponibles. Donc, je prends par exemple la Thaïlande. Et puis, ensuite, on peut sélectionner le polymère qui nous intéresse en particulier. Donc, prenons par exemple le PET. Et puis ensuite, j'ai un certain nombre d'infos qui sont présentées. D'abord, c'est des données contextuelles. Donc, c'est quelles sont les données qui étaient déjà disponibles juste pour le Mismanagement Waste Index, donc le niveau de la note, on va dire, sur le niveau de management. Oups, pardon, j'ai trop zoomé. J'ai fait des ronds avec ma souris. Je vais rezoomer un peu, désolé. Voilà, je vais essayer d'être plus… Voilà. Ouais, ça se lit, hein. Pour moi, j'ai un petit écran, ça se lit, hein. Ok, parfait. Du coup, on voit qu'on a, ça c'est les données de contexte, on peut comparer les données qui existent déjà de différentes sources. On a vraiment été totalement transparent sur les sources qui existaient, puis on voit qu'il y a déjà des différences importantes entre les sources. Et puis ensuite, là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut accéder, puisqu'ici c'est des données gratuites, au best in class data pour le PET en Thaïlande. Et on voit différentes informations comme la quantité de déchets qui sont générés annuellement dans le pays pour ce type de polymère, le taux de collecte du PET pour le pays, les taux de recyclage. Et là, on a essayé d'être granulaire, on a regardé ce qui était, on va dire, collecté, ce qui était recyclé sous forme de… Enfin, la part des déchets domestiques qui étaient recyclés, la part des déchets totaux qui étaient recyclés, la part des déchets qui étaient
qui sont exportés, et puis encore une fois le mismanagement waste, etc. Donc ça, c'est une sorte d'overview qu'on a. Et puis Est-ce ensuite, que Julien, tu peux peut-être juste expliquer, parce que ce n'était pas forcément clair pour tout le monde, le mismanagement waste, parce que c'est une terminologie qui est particulière quand même tout à à fait. ça. Je vais l'expliquer tout de suite. Donc, effectivement, et ici, juste pour montrer, donc vous avez accès au rapport complet. Puis maintenant, je vais montrer un rapport complet. Et c'est là que je vais pouvoir expliquer ce que c'est que le mismanagement waste. Donc, pour ça, pour ne pas perdre de temps à le télécharger, vous pouvez le télécharger sur la plateforme. Je vais revenir à notre PowerPoint. Toi, pendant que tu bascules, Sarah, on a des questions sur les tarifs est-ce qu'il y a un prix fixe pour les données qui sont payantes ou faut faire une requête et on a un tarif qui sort? Est-ce que c'est facilement accessible? Comment ça se passe pour celles qui Alors, sont payantes? pour l'instant, en fait, on traite les demandes une par une. Donc, en fait, il faut nous contacter avec les demandes d'intérêt spécifiques. En fait, on est parti du constat que développer les données pour un pays entier, c'est relativement cher. Il n'y a pas une entreprise qui peut prendre ça à sa charge pour leur marché, etc. Donc, le modèle qu'on a, en fait, pour financer tout ça, c'est qu'on va vendre les données à 10% du prix de développement. Et en fait, on compte sur le repeat pour en fait financer le total. C'est pour pas en fait avoir de trop grosses barrières en fait à l'entrée. On aimerait que les entreprises elles puissent vraiment faire ce travail pour leur marché. Et puis le moment où les données elles auront été complètement financées, eh ben, on pourra les mettre justement en accès ou on va regarder aussi une question de date en fait. Par exemple, si un pays il a été développé et financé à 100%, quand on fera un refresh de ces données pour qu'elles soient toujours d'actualité, ben peut-être que ce sera juste la partie refresh où il y aura des petits frais d'update et le reste sera gratuit. Et en fait, on a aussi ce modèle où si on travaille avec des philanthropes ou des organisations qui vont financer tout un pays parce qu'ils sont intéressés à ce que ces données soient disponibles de manière transparente pour, par exemple, toutes les ONG qui travaillent dans ce pays, etc., et qu'elles puissent vraiment se mettre au travail en fait en ayant les informations dont ils ont besoin, ben, du coup ces données elles pourront aussi être directement gratuites. Donc il y a une tranche, il n'y a pas un prix fixe, ça dépend en fait de ce que Julien expliquera après. En On fait. vous demande, et en plus, comme la question, je crois qu'elle nous vient de quelqu'un de l'ADEME, l'ADEME peut aussi financer les données pour qu'elles soient gratuites pour toutes, au moins pour France, si elle le souhaite. Voilà. Donc, je reviens, Julien, maintenant que tu as pu basculer, je m'excuse. Revenons concrètement sur ma définition là, qui n'était pas claire pour moi. Moi, je suis pas expert. Donc là, typiquement, un exemple de rapport pour un pays qui va présenter justement le contexte, un certain nombre de définitions et puis les résultats. Donc, je vais aller vite pour pas. Sans aller vite quand même, parce qu'on comprenne bien. On fait la manage. requête sur le site, on a des données synthétiques qui sortent et après, on peut télécharger le rapport sous réserve qu'il soit gratuit, sinon on fait la demande. Et donc, on arrive sur ce rapport-là. Hein. Exactement. Et là, donc, pour répondre concrètement à la question de qu'est-ce que c'est que ce MWI, ce qu'on appelle le Mismanagement Waste Index, en fait, on considère, donc si on fait une photo, on va dire, des différents flux de déchets plastiques, il y en a déjà, il y a ce qui est généré, donc la quantité totale de déchets plastiques qui est générée. Cette quantité, elle va être soit collectée, soit non collectée. Donc, si c'est non collecté, par définition, ça va être mal géré. Donc, tout ce qui est non collecté rentre directement dans la boîte, on va dire, mismanage. Et donc, ce qui est mismanage risque de fuir, de se retrouver dans l'environnement, de fuir dans l'environnement. Nous, ce qui nous intéresse quand on fait les calculs d'empreinte plastique, c'est en premier lieu d'évaluer combien est mismanage et ensuite, avec d'autres paramètres, d'évaluer combien va être perdu dans l'environnement. Donc, première étape, le mismanage, donc tout ce qui est uncollected. Puis ensuite, ce qui est collected, ce qui est collecté, il y a une partie qui va être bien gérée, donc typiquement le recyclage, aussi ça va dans des incinérations ou des décharges contrôlées. Et puis il y a une partie qui va être mal gérée parce que ça va dans des décharges non contrôlées, parce que ça va dans des dump sites, et tout ça va également rejoindre, on va dire, le pool de mismanaged. Selon les pays, la problématique, elle vient plutôt du fait qu'on collecte très peu,
ou qu'on collecte finalement beaucoup, mais qu'il y a beaucoup qui est mal géré. Donc ça, c'est déjà des informations intéressantes à avoir. Et puis nous, ce qu'on calcule à la fin, c'est combien est mismanaged, quel est le pourcentage des déchets qui sont mismanaged, qui va selon les pays entre proche de 0 à proche de 80 à 90%. Ouais, concrètement, là, parce que entre la France et la Suisse, c'est qui les pires? Entre la France et la Suisse, je dirais, sur les pays européens, on est à des niveaux assez comparables parce que finalement, on collecte et on gère bien les déchets. Il y a une différence entre tous ces pays, c'est la partie qui est non pas structurelle, donc non pas la résultante du système de collecte et de gestion des déchets, mais qui est le littering. Donc en fait, il y a deux différences dans nos pays, on va dire, où les choses sont bien traitées. C'est le littering, donc la partie comportementale, donc ce que les gens jettent sur la route, et la part des exports, parce que certains pays exportent plus ou moins de déchets à l'étranger et effectivement, de manière indirecte, ça peut générer un impact. Donc on sait qu'on a certains pays en Europe qui exportent plus, pas forcément la Suisse ni la France, éventuellement d'autres pays, et donc qui ont un niveau de mismanagement indirect qui est assez élevé. Sur le littering, on a des projets en cours là-dessus. Ces données, elles ne sont pas encore dans la plateforme. C'est des données qui n'existent pas nulle part. Et on est en train de travailler avec des partenaires technologiques pour justement générer ces informations-là avec d'analyse d'images. C'est quelque chose qui serait très utile et on n'a pas encore de comparaison pour dire si vraiment les Suisses sont plus propres que les autres Européens, mais j'en suis pas du tout sûr. C'est une réponse très politiquement correcte. Merci pour la réponse. Je te Donc laisse voilà continuer. le rapport. Et je dirais, si on veut aller, donc après, on a les différents chiffres. Je vais venir sur la méthodologie après, mais en gros, pour faire simple, et pour les techniciens, ici, ben, en fait, la valeur de Plastix, c'est d'accéder à ces tableaux qui sont en fait des matrices où on a les différents polymères et les différents paramètres clés de leur, on va dire, management pour un pays. Donc le taux de recyclage par polymère, le taux d'export par polymère, ce qui est bien géré, mal géré, ce qui est, etc., etc. Donc les paramètres clés par polymère et également En par tout cas, c'était super intéressant parce que là, on est quand même pour des pays exportateurs, par exemple, là, c'est la Thaïlande, on voit bien qu'il y a des taux qui ne sont pas si mauvais que ça sur le PET, alors qu'on a d'autres plastiques. J'ai vu rapidement que le PVC, on avait plus de soucis. Donc, c'est des données qui sont à forte valeur ajoutée, je pense, pour toutes nos entreprises qui exportent, de savoir comment vont se comporter les produits, les emballages associés. On voit, moi, je ne pensais pas qu'il y avait en termes d'éco-conception, c'est déjà un input super important parce qu'on sait, et c'est là qu'on voit que l'éco-conception doit être très spécifique au marché. Parce que dans certains cas, on voit des différences. Dans certains cas, genre le LDPE est très bien géré, dans certains pays, dans d'autres, pas du tout. Du coup, ça influence pas mal les produits qu'on devrait ou pouvoir envoyer ou non dans tel marché ou tel autre marché et la manière dont on les conçoit. Ok. C'est ça. Donc ça, c'est la partie, on va dire résultats. On a aussi des résultats qui sont encore plus spécifiques par type d'application, des fois pour les bouteilles ou pour les sacs, ce genre de choses, quand on a les informations. Donc voilà un petit peu le contenu. Il y a encore quelques éléments supplémentaires dans ces rapports. On vous laisse regarder, mais l'essentiel est dit sur ce à quoi vous avez accès et à quoi ça peut vous servir. Juste pour revenir, pour que ça soit bien clair pour tous, la partie qui est exportée, est-ce qu'elle est mise dans les problématiques de management des déchets, index, ou est-ce qu'elle est en dehors? Parce on nous repose la question. Si on peut revenir au graphique de définition pour éclaircir ce point-là. Ça va dépendre des pays et des polymères. Ce qu'on fait en fait, pour être concret, c'est qu'en fait on va regarder par pays les quantités de déchets plastiques qui sont exportés et où. Donc ça, c'est des données qui sont disponibles dans des bases de données du type Comtrade, en fait des données qui gèrent les données douanières. Donc on peut savoir où vont les déchets plastiques. Et à partir de là, comme on connaît le niveau moyen de management des déchets plastiques dans les pays, en fait, on va pouvoir déterminer la part des déchets exportés qui sont bien gérés ou mal gérés. Il y a une limite à ça, évidemment, c'est que on a accès qu'aux données officielles. Hein, donc, évidemment, s'il y a du commerce illégal, par définition, on n'a pas accès à des données. Les données n'existent pas, mais du coup, on couvre quand même, on va dire, la partie officielle du commerce des déchets
est la majorité en fait. D'où l'importance de la qualité des données qui était précisée donc, sur le graphique au départ où il y avait des données génériques récupérées et des données spécifiques que vous avez collectées pour le projet. Voilà. Et donc, je me souviens, il y avait une petite blague, voilà, la qualité des données va donner quand même la qualité du résultat. Exactement, ouais. Où il y avait une blague, un petit graphique là. Ouais. Il y a un élément en fait qu'on n'a pas mentionné non plus tôt, mais qui est important en termes de la façon d'utiliser ces données. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui sont en train de se diriger vers des manières de, alors forcément, influencer ce qu'elles peuvent influencer à l'interne, donc via l'éco-design, via d'implémentation de projets, par exemple de collecte, de packaging dans certains endroits spécifiques qui sont problématiques. On voit aussi le concept des crédits plastiques qui commence à émerger. Et donc, les entreprises qui vont vouloir neutraliser, entre guillemets, leur impact sur le plastique, bah, c'est très important qu'elles sachent, en fonction de ce qu'elles utilisent comme packaging, quel est exactement, en fait, le montant qu'ils doivent, entre guillemets, subventionner, en fait, pour pouvoir collecter autant que ce qu'ils mettent sur le marché. Et comme on voit qu'aujourd'hui, on a des données qui peuvent être même plus que du kit au double, hein, parce qu'on peut être entre 30 et 80%, enfin entre 10 et 80% de mismanagement sur des plastiques différents. Ça change énormément la donne en fait. Donc voilà, c'est une des autres manières en fait dont plastique sera utilisé aussi à l'interne par les entreprises en fait qui vont offsetter leur plastique. Ok, ça me semble très très clair. Bon, après, je vais être un peu abrupt quand même avec vous, hein. Enfin, on sait qu'il y a d'autres méthodes qui existent, on va dire, sur les pollutions plastiques. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, la méthode Plastix? Enfin, moi, enfin, à un moment donné, les entreprises, on n'a pas tous des experts économie circulaire, etc. Bah, comment vous défendez cette méthode-là particulière qui est nouvelle? Alors, on comprend, elle est basée sur des données, mais quel est le plus qui fait que bah, voilà, concrètement, c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser aujourd'hui? Bon, j'en suis convaincu, mais j'aimerais que vous nous le disiez. Ouais, donc je vais répondre à ça. Effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect méthodologique et puis les méthodologies sont disponibles en fait sur la plateforme. Vous pouvez les télécharger. Il y a deux présentations. Donc, une qui développe la manière dont on va dire, compilé ce qu'on appelait le dataset générique, et puis une autre qui suit qui explique comment on a fait comment on génère les données spécifiques de bonne qualité pour un pays. Donc, sur l'aspect, pour répondre en partie à la question, la première partie de la réponse, c'est qu'effectivement, il existe d'autres, on va dire, méthodes de mesure de la quantité de déchets qui sont mal gérés pour un pays et donc de la quantité qui risque de finir dans l'environnement. Donc, on les a toutes inventoriées, donc elles sont ici. Probablement, si vous êtes un petit peu dans le sujet, vous aurez entendu parler de la publication de John Beck en 2015 qui a un petit peu lancé un petit peu toute cette démarche autour de la fuite de plastique dans les océans. Puis il y a eu d'autres projets depuis. On a analysé un petit peu les manières dont les calculs étaient faits. Et en fait, de manière très transparente, on explique les différences entre les méthodes en étant très factuel. On explique les différences et pourquoi finalement il y a des différences entre les chiffres sans vraiment juger. C'est des données génériques qui ont le mérite d'exister pour tous les pays et qui, on va dire, qui sont ce qu'elles sont. Elles sont très grossières. Pourquoi Plastix est différent et je vais venir justement à la présentation qui suit. Alors, je passe tout ça maintenant, mais justement la partie, pardon, j'étais un peu vite. La partie donc best in class dataset. Ce qui fait vraiment la différenciation de Plastix, c'est le côté spécifique. Toutes ces autres méthodes qu'on j'ai très rapidement citées avant sont, entre guillemets, mettre tous les plastiques dans le même sac. Le plastique, c'est du plastique, peu importe le polymère, peu importe le type d'application. Ça permet de sortir des ordres de grandeur de mismanagement et de leakage, mais on sait que la réalité, comme on l'a vu avant, est très différente d'un polymère à l'autre, d'une application à l'autre, avec des différences de l'ordre de 20 à 60, 80% selon les polymères à l'intérieur d'un pays. Et on sait, on est, je pense, beaucoup d'experts éco-conception dans la salle, on sait qu'on doit être spécifique. Si on veut trouver des solutions, on doit être spécifique au polymère, à l'application. Si on reste trop générique, finalement, là, on ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes
sur les solutions collectées, recyclées, etc. On peut être beaucoup plus spécifique et on va dire efficace avec des données qui sont spécifiques par définition. Et comment on a fait ça? Effectivement, c'est un gros travail de collecte et de modélisation en fait, des données. La méthode, elle est complètement décrite dans ce document qui est disponible gratuitement en ligne, donc qui a été développé par nous pour l'UNEP et l'IUCN et reviewé par des experts. Et en gros, pour résumer très rapidement, on a plusieurs dimensions dans le modèle. Donc, on a un certain nombre de données qui sont, on va dire, des données qui s'appliquent à tous les plastiques. Les taux de collecte des ordures ménagères non triées s'appliquent à tous les plastiques. Ensuite, on a un certain nombre de données qui sont spécifiques aux polymères. Déjà au départ, la donnée de départ, elle est spécifique aux polymères. Typiquement, les quantités qui sont produites dans un pays ou les quantités qui sont importées, exportées dans un pays. Ensuite, on a un certain nombre de données qui sont spécifiques à des secteurs d'activité, des secteurs industriels. La durée de vie du plastique, le temps à partir duquel il va devenir un déchet, évidemment très différente si c'est un emballage ou si c'est du plastique qui va finir dans un véhicule ou dans un bâtiment. Et puis, on a encore des données qui sont spécifiques aux applications. Donc, comment le plastique concrètement va être utilisé dans quel produit. Les taux de recyclage, les taux de littering, les taux de collecte sont aussi différents. Donc, ce qu'on fait dans le modèle, c'est qu'on prend les données en fonction des dimensions où elles se trouvent, elles vont être spécifiques à un secteur, à une application, à un polymère. Et puis, en fait, on fait des bilans de masse pour réconcilier tous ces flux. Certains flux qui manquent, on arrive aussi à les reconstituer, justement grâce à cette logique rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et puis, une partie des données, elles sont disponibles, elles sont déjà disponibles, on ne les invente pas. C'est des données qui viennent de bases de données du type douanière sur les échanges de plastique, des données qui viennent de bases de données, on va dire, industrielles, sur par exemple la production de plastique. Et puis, une partie des données, et surtout les données qui sont liées avec la gestion des déchets, c'est malheureusement, entre guillemets, souvent, alors il y a des données qui sont disponibles, plus ou moins, donc dans les pays. Si c'est donc la partie officielle, il faut savoir que dans beaucoup de pays, on a le secteur formel de gestion des déchets, ce qui est géré, on va dire, par le gouvernement, par les villes. On peut obtenir des données, mais dans beaucoup de pays, il y a tout un secteur, il y a une économie informelle ou privée, non réellement contrôlée, qui gère parfois l'entier du système de gestion des déchets. Et ces données, elles sont difficilement accessibles, elles ne sont pas consolidées. Donc, c'est surtout là qu'on a du travail de collecte de données. Et on travaille pour ça avec des associations sur place, avec les UCN en relais souvent, pour aller collecter cette information auprès d'associations de waste speakers, d'ONG qui ont fait des études sur place, on fait des enquêtes, on travaille avec des universités locales pour mettre en place aussi des projets pour générer ces informations. Et ensuite, le modèle, on va dire, réconcilie tous ces petits bouts de données pour donner une image cohérente à l'intérieur d'un pays, entre les polymères et entre les pays. Donc la valeur de ce qu'on fait, c'est aussi ça, c'est donc d'être spécifique, mais aussi d'être standardisé. Hein. L'objectif, c'est de standardiser tout ça pour pouvoir comparer les choses et avoir toutes les données au même endroit. Donc voilà, en gros, et en très résumé, l'aspect méthodologique, ce n'était pas le but de ce webinaire, on pourrait en faire un et on va en faire plus spécifiquement et plus techniquement sur l'aspect méthodologique. Non, mais on pourrait approfondir effectivement, Julien, mais c'était pas l'objet. Bon, ma question, c'est comment on peut les utiliser. Alors, je pense que c'est peut-être Sarah qui peut nous expliquer ça. Comment, en tant qu'entreprise, je peux utiliser la base de données, les informations. Enfin, qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Alors, comme on disait avant, en fait, une entreprise, la première chose qu'elle va pouvoir faire, c'est calculer son impact actuel. Donc, c'est un Plastic Footprint Assessment, hein, en gros. Il y a des méthodologies pour ça aussi. Et du coup, elles peuvent intégrer les données de Plastics pour voir, comme on a vu au début, il y a une slide où on pouvait voir les hotspots d'une entreprise par pays, par polymère ou par type de format, etc. Et puis après, elle va pouvoir intégrer ça dans sa stratégie, en fait, dans le développement de quelles sont les activités de réduction qu'elle va pouvoir faire dans ce qu'elle contrôle. Et après, pour ce qu'elle ne contrôle pas, justement, ça va être la possibilité de rejoindre comment on dit, des schemes d'offsetting, en fait, en utilisant des crédits qui, du coup, aussi auront besoin de ces données de Plastics pour savoir exactement combien est-ce qu'elles vont devoir offsetter.
Et puis, en termes de quelles données elles ont besoin, en fait, c'est là où il faut commencer par faire un Plastic Footprint Assessment, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'une entreprise est beaucoup plus active sur un marché, que c'est là où elle va nécessairement avoir le plus de fuites. Et donc, ça va être important qu'elle fasse d'abord ce footprint pour voir, même si peut-être qu'il y a un marché où elle a que 10% de son chiffre d'affaires qui est fait. En revanche, c'est là où peut-être que le 80% des fuites de plastique vont se passer. Et donc, du coup, voilà, le choix de quel pays cette entreprise aura besoin de prendre des données très, très pointues, en fait, va se faire comme ça. Et puis, donc aujourd'hui, ce qu'on trouve sur Plastics, ben, il y a toutes les données de collecte, recyclage, mismanagement, export, etc. C'est un début. Comme Julien disait au début, il y a plein d'autres données qu'on aimerait pouvoir intégrer, typiquement faire un travail plus détaillé aussi sur la partie du littering, ou des déchets sauvages, qui vont aussi pouvoir influencer en fait la partie éco-conception. De voir si, en fait, par type de format, il y a des choses qui vont pouvoir être faites pour diminuer le déchet sauvage, etc. Ça, c'est des choses qui vont venir plus tard. Nous, on aimerait pouvoir travailler, en fait, justement, avec ces entreprises, connaître les besoins, en fait, actuels, etc. C'est du travail, c'est du work in progress, en gros. Et du coup, on adapte aussi Plastics en fonction de ces demandes qu'on obtient de l'industrie, voilà, comprendre vraiment là où est-ce qu'on peut rajouter en fait une pierre à l'édifice pour avoir plus de transparence qui puisse mener à plus d'actions. En fait. Voilà. Ok, ça me semble très clair. Alors, on a un petit peu de retard, peut-être en 2 minutes pour conclure, puis avant de prendre les questions. Concrètement, bon, c'est nouveau, Plastics. On sent que ça a été pris, ça a été pris en charge par EA Shaping. La plateforme existe aujourd'hui. C'est quoi la suite? C'est quoi le plan de développement? Comment vous vous projetez à court, moyen, long terme? Voilà. Et puis, si vous avez des appels à faire, c'est toujours le moment. Alors, vas-y, Julien. Peut-être pour conclure, donc effectivement, nous, on est convaincus et les feedbacks qu'on reçoit le confirment que ce type de données, elles sont vraiment utiles et on est convaincus que pour agir, la première étape, c'est vraiment la transparence pour pouvoir prioriser, on va dire, vérifier qu'on va dans la bonne direction et qu'on progresse réellement. Donc, ça, on en est convaincus. On est aussi convaincus que c'est une démarche extrêmement ambitieuse qu'on a démarrée. Donc, on se voit vraiment comme des accélérateurs pour faire en sorte que cette base de données dont tout le monde rêve, je pense, dans le domaine, elle voit vraiment le jour et elle devienne vraiment nourrie et complète. Aujourd'hui, on a une vingtaine de pays dans la base de données avec vraiment des très bonnes données. Notre objectif, c'est d'en avoir, on va dire, 40, 50 d'ici la fin de l'année. Là, depuis le lancement de Plastic, on a reçu beaucoup d'intérêt. On a une dizaine de nouveaux pays qui vont démarrer. Donc, on est confiant. L'objectif, par contre, c'est que si possible, ces données, elles deviennent autant que faire se peut gratuites. Donc, on espère évidemment éveiller l'intérêt des entreprises, mais on espère aussi et surtout éveiller l'intérêt d'autres types d'acteurs pour avoir des financements, on va dire, qui permettent de financer le tout et faire en sorte que ça se mette en place de manière complète avec une gouvernance appropriée, etc. Et puis, pour les aspects techniques, on pense aussi, comme le disait Sarah, c'est qu'il y a certains sujets qu'il faudrait rajouter, typiquement les aspects liés au littering et d'autres types de données, on va dire, et qualification du système de gestion des déchets et des flux de plastique qui seraient nécessaires. Donc, il y a plein de nouvelles fonctionnalités aussi à ajouter, mais on pense déjà qu'avec la version de base qu'on a, si on arrive à la compléter assez vite, on a quelque chose qui peut changer, en fait, changer clairement la situation de gestion des plastiques et la manière dont on conçoit les produits et dont on éco-conçoit les produits, si on veut utiliser ce terme pour le mot de la fin. Ok, c'est super. En tout cas, merci pour cette initiative qui nous, au sens du pôle éco-conception, qui semble super intéressant parce qu'on a plein de questions et au moins on pourra renvoyer sur une plateforme avec des données robustes. On peut prendre un petit moment pour prendre des questions. N'hésitez pas à les poser donc sur l'élément qui s'appelle questions dessus. Moi, j'en ai une première. C'était sur la conclusion un peu finale sur comment on utilise les données. Vous avez parlé de Plastic Footprint. Ok, j'ai bien compris que Plastics générait les data.
la méthode de plastic footprint, pardon, j'arrive pas à dire, c'est quelque chose qui est disponible sur la plateforme ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va trouver ailleurs? C'est quelque chose qui est validé, normalisé aujourd'hui? On en est où là-dessus? Donc peut-être en termes de plastic footprint, d'empreinte plastique pour une entreprise ou un produit, on va dire le document de référence, c'est la méthodologie du PLP, donc Plastic Leak Project, qui a été développé par Quantis et nous, avec donc un financement d'industrie. Donc il y avait une dizaine d'entreprises du secteur du packaging, une dizaine d'entreprises du secteur du textile et une dizaine d'entreprises, on va dire, un peu diverses en lien avec la plasturgie, qui ont financé le développement de cette méthodologie de plastic footprint. Donc, je dirais que c'est le document de référence aujourd'hui pour mesurer son empreinte plastique. Il est repris notamment par d'autres, il est repris au niveau du GRC dans les nouveaux rapports qui sont en train de sortir. Il est repris au niveau du 3RI, et du WBCSD, donc différentes instances qui avancent sur ce sujet au niveau, on va dire, des associations faîtières d'entreprises. Et donc, il est disponible sur la plateforme, hein, on l'a vu tout à l'heure, celui-là. Ça fait partie il est disponible Ouais, ok, super. La méthodologie est publique, hein, donc elle est disponible. Les données, les méthodes de calcul, etc. sont disponibles. Alors, j'ai pas eu d'autres questions, donc je ne sais pas si vous vouliez, pour conclure, avoir un mot de la fin ou... Peut-être en termes Julien, avant, il a couvert un peu qu'est-ce qu'on aimerait faire avec Plastix plutôt cette année, en termes de nombre de pays, etc. À plus long terme, en fait, là où on voit un potentiel succès pour Plastix, ça serait qu'en fait, cette plateforme, elle soit reprise finalement par une organisation internationale, peu importe en fait, à la limite. Ou en revanche, ce qui est très important, c'est que la gouvernance soit transparente, qu'il y ait cette partie de pouvoir informer en fait la science qui soit centrale à sa mission. Et puis, si on fait un peu le parallèle avec d'autres problèmes majeurs du point de vue environnemental, si on pense au CFC, au problème des émissions, etc., qui ont soit des protocoles, ou soit les accords de Paris ou le protocole de Montréal. Et en fait, ces accords-là mondiaux, en fait, leur point commun, c'est qu'ils ont besoin aussi de données pour pouvoir informer les actions, mais aussi le progrès qui est fait. Et voilà, c'est la même chose pour le plastique. Si on pense, il y a quand même pas mal de discussions pour avoir un Global Treaty on Plastic Pollution. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui pourrait quand même vraiment changer la façon dont la pollution plastique est traitée au niveau international. Il y a besoin d'avoir ces données. Et en fait, voilà, c'est un peu le but aussi de pouvoir, à un moment donné, redonner le bébé, entre guillemets, et qu'il serve vraiment à quelque chose qui fera changer le paradigme en fait sur la pollution plastique. Super. Écoutez, merci en tout cas pour nous avoir présenté la plateforme. Nous, pour l'éco-conception, bien entendu, on va la mettre en lien dans les sites de référence. On essaiera d'organiser pour que ce soit au bon endroit quand les gens se posent des questions sur les éléments de fin de vie. Merci à toi, Sarah, de nous avoir fait cette présentation. À Julien, bien entendu. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire du pôle éco-conception. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, juste pour info, j'ai cru comprendre qu'il y a des webinaires qui seraient plus sur la méthodologie. Donc, soit on les fera en français après, soit on vous renverra le lien vers les webinaires s'ils sont publics pour ceux qui voudraient approfondir la méthode. Donc, Julien, je te laisserai m'envoyer les éléments pour, je rajouterai pour que les gens puissent approfondir. Merci à toutes et tous et à bientôt. Au revoir, bon week-end. Bon week-end, à bientôt.